Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Hélène Isdin, une rencontre organisée en partenariat avec le SOBD. Bonjour Hélène. Bonjour. Bravo déjà pour le prix du récit dessiné de la SCAM 2022 dont vous êtes la lauréate. Ce qui est aussi l'occasion de rappeler que vous êtes également la lauréate du Grand Prix de la critique ACBD 2022. C'est le genre de nouvelles, de choses qu'on prend plaisir à répéter encore et encore. Prix pour René au bois dormant, donc votre toute première bande dessinée, l'histoire d'un petit garçon que l'on va suivre alors qu'il plonge dans ses rêves, qu'il plonge dans un monde onirique et étrange. Avant d'en parler davantage dans le détail, j'aimerais que l'on parle un instant de votre parcours. Vous êtes photographe, illustratrice, peintre. Quelle place a la bande dessinée dans votre vie de lectrice et d'artiste ? Je vous ai entendu dire qu'à la sortie des Arts Déco, vous étiez à fond dans la bande dessinée. Alors pourquoi aujourd'hui une première bande dessinée ? Quand j'ai dit que j'étais à fond dans la bande dessinée, je pense que j'étais une grande lectrice de bande dessinée. Mais je ne me suis jamais autorisée à prendre la plume, et vraiment la plume dans le sens raconter une histoire. Ça résonne ou pas ? Ou c'est moi ? Non ? Ou alors s'il faut que je tienne le micro c'est mieux ? Oui. Et en fait, je pense que j'ai dû attendre un certain âge pour avoir le cran de passer plusieurs années sur le même projet et de trouver la légitimité de raconter une histoire que j'ai trouvée suffisamment intéressante. Parce qu'en fait, j'étais tellement fan de bande dessinée que je voulais pas me planter, en fait. Et justement, vous disiez, j'étais tellement fan de bande dessinée. Quelles sont les autrices, les auteurs qui vous ont accompagné, qui vous ont marqué ? Alors bien sûr, on ne pourra pas être exhaustive, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms d'artistes qui ont été importants pour vous ? Alors quand j'étais enfant, ça a été un peu comme tout le monde, Astérix, beaucoup Astérix, plus que Lucky Luke, beaucoup Gottlieb, et puis beaucoup Fred. Philémon, ça a été vraiment... En fait, Philémon, ça a été pour moi une porte où je me suis dit « Ah ouais, on peut vraiment aller très loin ». Mais j'étais assez jeune, mais déjà je me suis rendu compte de ça, qu'on n'était pas obligé de raconter une histoire très réaliste ou drôle. Ou voilà. Ensuite, après les Arts Déco, c'était vraiment la période où il y a eu le début de Cornelius. Il y a eu une grande ouverture de tous les auteurs américains, en fait. Donc j'ai dévoré Crumb, Klaus, Richard Burns, enfin plein plein d'auteurs américains. C'est là que j'ai découvert Julie Doucet aussi. Donc j'ai vraiment, pareil, j'ai été subjuguée par déjà par l'aspect de la bande dessinée très touffu, tout ce qu'il y avait à lire dedans. Et puis aussi sa capacité à tout raconter sans aucune honte, sans filtre, en fait. Et ça m'a beaucoup marqué aussi. Et c'est aussi pour ça que je pense que je me mettais des barrières sur ma capacité à moi de me lancer dans ça. Après, j'écrivais, quand mon fils est né, donc en 98, j'ai commencé à faire des carnets où j'écrivais tous les jours, tout ce qui se passait. Donc ça, j'ai gardé ça. Ça prenait un peu une forme de bande dessinée puisque c'était... voilà. Ensuite, après, j'ai intégré l'atelier La Piscine à Paris avec Marc Boutavant, Émile Bravo, et j'ai pris la place de Marjane Satrapi qui partait parce qu'elle avait besoin de s'enfermer pour écrire Persépolis. Donc après, j'ai découvert Persépolis que j'ai adoré. Après, L'Ascension du Haut Mal. L'Ascension du Haut Mal, exactement. Mais ça, c'était vraiment... c'est ça, il y a eu un moment comme ça dans les années 2000, une vraie écriture en bande dessinée très personnelle et très onirique. Donc l'Ascension du Haut Mal, c'est pareil, ça m'a ouvert une porte dans la créativité, de me dire, mais en fait, tu peux vraiment raconter une histoire triste et réelle par un biais beaucoup plus fantasmagorique d'un point de vue mythologique. Donc ça, c'est resté dans ma tête, même si je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Et puis après, j'ai beaucoup lu les Taniguchi,
Notamment pendant la création de René au bois dormant. Ouais, je les ai repris en fait, parce que du coup, de cette période où j'achetais beaucoup de bandes dessinées, je les ai toutes conservées. Donc, j'ai relu Quartier lointain, j'ai relu Le Testament de mon père, parce qu'en fait, je me souvenais qu'il avait réussi à mettre en place, donc dans ces 3, je crois, Le Testament de mon père, c'est 3 tomes. Quartier lointain, enfin c'est quand même des assez gros livres. Il avait réussi à mettre en place une narration qui parlait aussi de qu'est-ce que c'est que le temps, comment on remonte le temps, comment on... Ouais, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de relire et de redécouvrir et de voir comment il avait réussi Et cela sans la couleur en plus. Et ça sans la couleur, ouais. Oui, en fait, c'est vrai que c'est très éloigné de ma réponse à moi, mais ce qui m'intéressait, c'était que j'avais le souvenir d'avoir été vraiment transportée avec lui dans Quartier lointain. Il prend le train comme ça, et d'un seul coup, on ne sait pas comment. En fait, il y a un tour de magie, un tour de passe-passe, et il est dans un autre temps. Et ça semble tout à fait cohérent, normal, enfin... Et dans Le Testament de mon père, il revient sur un moment tragique de son enfance. Et on remonte le temps avec lui. Il essaye de changer le passé. Et voilà. Et tout ça est fait de façon très fluide en bande dessinée. Et donc, j'avais envie de voir les coulisses de comment il s'est débrouillé pour faire ça. Avant de voir comment vous êtes débrouillé pour faire ça, j'aimerais qu'on revienne sur la naissance de cette bande dessinée, René au bois dormant. Je le disais, on suit un petit garçon dans ses rêves. On est au Canada. Et petit à petit, on va découvrir un drame personnel qui rejoint l'histoire du Canada. Il y a plusieurs éléments qui sont à l'origine de cette histoire. Il y a eu au départ des premières idées qui datent du début des années 2000, puis un voyage au Canada. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que finalement des éléments que vous aviez en tête, qui viennent d'expériences différentes, vous ont fait à un moment vous rendre compte que vous aviez là la matière pour une histoire et qu'il était temps de vous lancer, même si ça allait vous prendre 2, 3, 4 ans au final, mais que voilà, vous étiez prête parce que c'était cette histoire et qu'il fallait la raconter. Oui, c'est ça en fait. C'est que en 2000, j'ai été surtout illustratrice, donc j'ai fait beaucoup d'albums jeunesse. Mais c'était des commandes, c'était pas forcément vraiment moi qui m'exprimait à travers ces livres. Donc à côté, j'avais toujours quand même l'idée d'écrire des histoires plus personnelles. Et ça a pris la forme de personnages d'abord. Donc j'avais des personnages en tête qui me venaient vraiment de mes rêves. Donc je transcrivais ces personnages. Je leur inventais des histoires. Au début, c'était juste une forme, une idée. Et puis finalement, à partir de ça, je tissais toute une histoire autour de tous ces personnages. Donc je suis arrivée avec une galerie de personnages assez conséquente, qui sont finalement les personnages qui existent aujourd'hui dans cette bande dessinée. Et à ce moment-là, j'avais déjà une idée assez précise d'un homme d'un âge mûr qui décide de mettre fin à ses jours. Et en fait, on va le suivre dans son coma. Et son coma, en fait, va être ses rêves. Mais il a l'âge de lui, enfant. Et finalement, c'est son fils, à l'époque, c'était son fils, qui arrivait à s'introduire dans ses rêves pour le faire se réveiller. Ça, c'était dès le début, j'avais envie de raconter une histoire comme ça. Et du coup, c'était aussi le prétexte à pouvoir raconter des histoires dans des histoires, des mythes dans des mythes. Sauf qu'en fait, je savais pas pourquoi cet homme voulait se suicider. Je ne savais pas quel était le drame de cette personne. Il n'y avait pas de ciment entre tout ça, en fait. Il y avait des bouts de trucs comme ça. Et donc, j'ai mis tout ça dans un tiroir en me disant, bon, voilà. J'ai essayé de reprendre le truc. Je l'ai essayé graphiquement de le dessiner de différentes sortes. Donc, j'ai des cahiers entiers sur les prémices de René, mais qui étaient rangés. Et en fait, en 2017, donc 17 ans plus tard, mon fils part étudier à Montréal, donc je vais le visiter là-bas. Et c'est lui qui m'a parlé, en fait, parce qu'il avait vu, voilà, mes carnets étaient visibles à la maison. Et c'est lui qui m'a dit, mais maman, il faut que tu reprennes ces personnages, tout ce que tu avais écrit. Et comme j'étais au Canada, je revenais de Détroit, j'étais en projet photo, mais j'avais envie de passer un peu à autre chose. J'ai repris ces carnets. Je suis partie avec ces carnets au Canada. Et coup du hasard, en 2017, il y a eu une information assez importante du gouvernement du Manitoba qui a enfin accepté de proposer ses excuses
au peuple des Premières Nations à cause de toutes ces adoptions forcées, mais aussi des pensionnats, etc. Donc c'était le début en fait d'un pas en fait du gouvernement vers ces peuples-là. Et moi, je connaissais pas cette histoire, ça m'a vraiment interloquée. Donc j'ai commencé à faire un peu. On parle de 20 000 enfants. On parle de 20 000 enfants adoptés, mais on parle aussi de, je sais plus combien d'enfants placés dans les pensionnats. On sait que maintenant, l'année dernière, en 2021, on a enfin entendu parler de toutes ces tombes qu'on a découvertes d'enfants morts, des sévices subis pendant leur temps dans ces pensionnats. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement déterré, pour ainsi dire. Donc j'apprends tout ça. Ça me choque profondément parce qu'il y a quelque chose d'universel aussi dans cette histoire de peuples, de gouvernements qui s'octroient le droit de décider pour des minorités ce qu'on doit faire pour elles. Donc je réalise en fait que cette histoire peut tout à fait être le ciment de mes personnages et de cet homme qui, à l'âge adulte, décide de se suicider. Pourquoi il décide de se suicider ? Il a vécu un trauma dans son enfance. Ce trauma, c'est une adoption forcée dont on ne lui a jamais parlé. C'est l'histoire de 20 000 enfants au Canada. Donc la réalité a rattrapé mes rêves. Et donc vous étiez très bien organisé parce que donc vous saviez exactement où étaient les carnets 17 ans plus tard. Je note, je note. Oui, je garde mes carnets. Oui. Et il y a une autre dimension aussi, je crois, dans ce voyage, c'est aussi les balades que vous avez pu faire, ou en tout cas la présence forte de la nature. Et je crois d'ailleurs qu'au départ, en 2000, il y avait déjà aussi cette idée de conte écologique, en tout cas que la place de la nature devait aussi être importante et qui est aussi un ciment. Oui, tout à fait, il y avait ça, effectivement, c'est pareil, c'était 2000, donc c'était l'époque forte de Miyazaki avec Princesse Mononoke, Chihiro, mon voisin Totoro, en fait, toute cette présence de la forêt, des esprits de la forêt, et ça m'a profondément marqué quand j'ai vu tous ces films, et j'avais vraiment envie, moi aussi, de faire entrer l'âme de notre environnement qu'on a pu perdre dans nos mondes plus contemporains, plus modernes, qui existent encore au Japon, et qui existe encore au Canada dans ces tribus qui s'amenuisent, mais qui existent toujours dans ces tribus des Premières Nations au Canada. Et donc c'était encore un lien fortuit de me retrouver à vouloir raconter cette histoire. Et donc effectivement, en 2017, je suis partie voyager seule dans les grandes forêts du Canada, mais aussi dans le nord des États-Unis, dans le Vermont et dans l'État de New York, où il y a des forêts primitives. Et en fait, j'ai été vraiment habitée... je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que j'ai été vraiment à l'écoute parce que j'avais tout ça, voilà. Et que tout ça a fait sens à un moment donné. Il y a eu un point d'orgue avec tout ça, quoi. C'est génial quand on se rend compte d'un seul coup que, ouais, tout est là et qu'en fait il fallait juste le temps que ça mature et que ce soit le bon moment en fait pour y aller. On parlait je disais conte écologique, il y a une dimension forcément de conte dans cette bande dessinée. René, il est sur les traces de son doudou lapin quand il plonge dans ces mondes oniriques. Le choix du doudou lapin n'est pas anodin, alors ça évoque Alice au pays des merveilles. Télérama a titré, j'aimais assez ce titre, Un Alice au pays des tourments, pour parler de René au bois dormant. Mais le lapin, là aussi, a différentes significations, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas uniquement au lapin d'Alice au pays des merveilles. Oui, alors c'est ça, c'est vraiment... symboliquement, évidemment, je l'ai fait sciemment de choisir le lapin pour Alice, pour l'entrée dans les rêves. Au début, on a certaines pages où effectivement René va passer dans une salle de miroir. On ne sait plus lequel de René on va suivre, si c'est le René d'avant ou le René qui a passé le miroir. Donc effectivement, il y a tout un jeu très conscient autour de Lewis Carroll et du lapin. Ensuite, le lapin, il symbolise aussi le temps. Chez Alice, en fait, c'est le lapin qui court après le temps. Mais dans les tribus des Premières Nations, il symbolise aussi l'entrée dans le monde. C'est celui qui va ouvrir le monde aux humains, en fait. Et c'est un lapin géant. Et ça, en fait, je l'ai découvert que plus tard. Et donc, je me suis dit, encore un élément qui rentre pile poil dans ce que je suis en train de mettre en place.
Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, dans René, le lapin devient gigantesque. Mais c'est aussi un pied de nez à Alice, puisqu'il y a toujours ce jeu d'échelle qui est présent dans nos rêves et qui est présent dans la mythologie aussi, en fait, le rapport d'échelle. Et il y a toute une dimension très universelle, et vous le disiez, et on parlait des contes. Quand vous étiez illustratrice, vous avez illustré des contes du monde entier. Sans doute que ça a nourri aussi ce récit-là. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que ça a mis autant d'années dans ma tête, c'est que je me suis vraiment servie dans tout ce que j'ai pu faire avant. Donc effectivement, j'ai illustré les contes tibétains, j'ai illustré les contes russes, toute la mythologie grecque avec Nathan, avec Actes Sud, donc la mythologie tibétaine. Donc en fait, tout ça finalement m'a fait voir aussi un genre de canevas commun, une sorte d'humanité qu'on aurait tous en commun, d'un pays à l'autre, avec des thèmes, des personnages, des idées très fortes et très universelles. Le personnage de Isba, donc, qui est cette femme bleue à forme d'oiseau, qui a des pouvoirs magiques, un peu une sorcière, clairement, je l'ai tiré de contes russes, de Baba Yaga, de cette femme oiseau maison qui a des pouvoirs magiques. Donc effectivement, en fait, la métamorphose, j'ai lu les Métamorphoses d'Ovide, bien sûr. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait où j'ai été puisée pour mettre en place des mythes qui sont des mythes totalement inventés. J'ai fait à la façon d'eux, mais j'ai tout inventé. Vous parliez de ce personnage, on ne va pas évidemment tous les évoquer, mais peut-être quelques-uns d'entre eux. Un personnage comme véhicule. Lui aussi, il était présent dans vos carnets, je crois, dans vos rêves. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage et peut-être comment est-ce qu'on passe de carnets, de rêves qui sont notés, d'ailleurs peut-être vous pourrez nous dire un mot de la façon dont vous prenez note de ces rêves et comment est-ce que de carnets et de rêves personnels on passe à un personnage d'une histoire. Oui, véhicule, clairement, c'était un peu l'ami imaginaire des rêves. Je l'ai dessiné sous tellement de formes, mais si je regarde un peu la chronologie du début et jusqu'à sa forme dans l'album, il a quand même cette forme très primitive. Au début, il avait un masque comme un masque africain ou un masque qui pourrait être d'Amérique latine sans que ce soit très précis. Et puis finalement, il a commencé à grandir. J'aurais voulu qu'il soit encore beaucoup plus grand, mais il y a eu le problème de le faire rentrer dans les cases. Donc j'ai fait au mieux que je pouvais. J'avais envie que ce soit un personnage effectivement où René pouvait s'installer sur son épaule petit. La couleur rose est venue assez vite aussi. Ça, je ne saurais plus expliquer exactement pourquoi. Et ensuite, comment je passe de mes rêves au personnage. Donc, en fait, je note mes rêves, vraiment. C'est très précis, le déroulement. Mais ce n'est pas en couleur. Souvent, mes rêves sont en noir et blanc. Et souvent, mes rêves sont plutôt en lumière. C'est-à-dire que c'est plus des histoires d'ombre, de lumière, d'éblouissement, de noir où on n'arrive pas à avancer, etc. Donc ça, je note tout ça. Je note en histoire, je note en dessin. J'ai mes carnets assez bien organisés dans lesquels je peux aller souvent plonger. Et très souvent, je récupère des personnages, des idées autour desquelles je vais broder des histoires. L'ogre mangeur de lumière, c'est vraiment un personnage récurrent de mes rêves qui est assez monstrueux, mais que j'ai tourné pour l'histoire dans un personnage plus bienveillant, ou en tout cas... Puisque c'est lui qui souffre finalement de voilà, la exactement. C'est lui qui doit se cacher parce que les villes sont de plus en plus grandes et donc de plus en plus lumineuses. Oui, c'est ça. C'est un personnage, finalement, au début, qui, dans toute sa grandeur, n'a pas senti le problème ou le danger que pourrait représenter l'humanité, que pourraient représenter les hommes. Et au final, de sa naïveté, il se retrouve obligé de s'enfermer sous la ville. Toutes ces histoires-là, je les ai
Je les ai réfléchis, inventés, parce qu'au début, j'ai une idée. Donc, j'ai ce mangeur de lumière. Le mangeur de lumière, dans mon rêve, c'est un personnage monstrueux qui est en ombre. Et si on s'approche trop de lui, eh ben, on disparaît avec lui. Et en fait, il ne faut surtout pas s'approcher. Mais de cette idée-là, j'ai commencé à broder une histoire en me disant, mais si c'était un personnage tel quel qui mangeait toute la lumière, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ce personnage? Et de là est né, il serait là au début du temps, c'est lui qui faisait le jour et la lumière. Quand il dort, eh ben, c'est le jour. Et puis quand il est réveillé, il vient manger toute la lumière et c'est la nuit. Au début, il vit en parfaite harmonie avec les hommes. Il accepte que les hommes fassent du feu parce que bon, il se sent plus fort. Et puis finalement, les hommes grignotent jusqu'à allumer tellement jour et nuit le monde entier. Il ne peut plus arriver à tout engloutir et il repart dépressif. Voilà. Enfin, tout ça, donc en fait, je brode autour d'une idée, pareil pour tous les personnages, les Aorans qui sont les personnages qui n'ont plus de mémoire. Ça part d'une idée plus de... j'étais dans une histoire d'amour, je réalise que c'est tellement bien quand on est au début et que voilà, et ce serait tellement bien que ce soit toujours la première fois. Et donc je commence à imaginer, mais qu'est-ce que ce serait des personnages pour qui ce serait toujours la première fois? Donc ils oublieraient, alors s'ils oublieraient à chaque fois, ça voudrait dire qu'ils n'auraient plus aucune souffrance, ils se souviendraient plus des souffrances passées, etc. Puis bon voilà, après je brode. Je voudrais juste revenir un instant sur Véhicule, parce que donc on a ce personnage très, très grand, de couleur rose, avec des formes très géométriques, très, très simples, mais je vous ai entendu dire qu'il était aussi inspiré de Casimir. Oui. Donc je voulais voir le lien avec Casimir. Oui, et pourquoi il n'est pas orange alors, Véhicule? Ouais, il n'est pas orange, pourquoi il n'est pas orange? Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi rose. Je pense qu'en fait, je l'ai choisi rose aussi parce que Isba était bleu et que c'était plus dans un rapport inversé de ce qui pourrait être féminin, masculin dans les clichés communs. Oui, mais Casimir, pour moi, c'était vraiment le personnage de mon enfance où j'étais persuadée que l'île aux enfants existait vraiment, qu'il y avait vraiment une planète et que plus tard, quand je serai grande, j'irai vivre là-bas, mais vraiment. Et donc après... Peut-être tous ces rêves et tous ces personnages dans les rêves. Et du coup, quand on a commencé vraiment à se moquer de moi, que j'ai réalisé que j'étais vraiment naïve, j'ai commencé à dire que plus jamais je raconterais vraiment. Mais oui, Casimir, c'était le personnage gentil, asexué, doux, bienveillant des rêves. Et je pense que c'était un peu ça, mon idée dans Véhicule aussi, même si ça paraît éloigné, finalement pas tant que ça. C'est l'ami... ouais. Vous le disiez, vous rêvez en noir et blanc avec de la lumière, et tous ces personnages, ils prennent justement vraiment vie grâce à la couleur. C'est vraiment une des parties que vous aimez le plus, travailler la couleur, les lumières. Je vous ai entendu raconter que vous aviez travaillé avec des pigments allemands et que c'était un grand bonheur d'avoir pu travailler vraiment la matière et la couleur. Ah non, mais la couleur, c'est un... Ouais, c'est ça, c'est un pur bonheur parce qu'en fait, c'est un moment où je me laisse complètement... Je plonge vraiment dans la couleur sans me soucier de savoir si telle chose doit être de telle couleur ou de telle autre. Et c'est que des rapports de couleurs entre elles. Et donc, je décide au départ, voilà, ce personnage, je veux qu'il soit bleu, ce personnage, je veux qu'il soit rose pour telle ou telle raison. Mais ensuite, tout ce qui va se construire autour, c'est vraiment c'est vraiment de l'intuition en fait, donc c'est un pur bonheur. Et donc effectivement ces pigments, c'est des pigments qui sont très denses en couleur et qui permettent de travailler à l'aquarelle, donc en transparence, mais d'avoir quand même une densité de pigments très fort. Et donc quand on peint, ouais, c'est vraiment du bonheur. Le noir et blanc, j'aime travailler le noir et blanc dans ces nuances de lumière justement, et c'est aussi pour ça que dans la bande dessinée, il y a toutes ces parties en noir et blanc qui représentent plus la réalité, le côté très sombre, très triste de la ville. Parce que mon plaisir était aussi d'aller plus raconter dans le rêve, dans l'orinérisme, d'avoir la possibilité d'aller loin dans la couleur, quoi. Et justement, vous parliez de ces personnages, de leur couleur et de l'intuition qui prenait le relais pour mettre en couleur tout l'environnement, tous les rêves. Vous avez aussi fait des recherches, regarder d'autres peintres, peut-être des peintres canadiens, justement, mais aussi des peintres, des peintres d'autres nationalités. Mais c'est important pour vous aussi d'aller regarder comme ça, notamment du côté de la peinture,
des artistes qui pouvaient être une source d'inspiration pour la réalisation de René au bois dormant? Ah bah, de toute façon, la peinture, j'ai vécu avec depuis toute petite, en fait. Donc, c'est pour ça aussi, pour moi, c'est génial d'être dans ce lieu-là. C'est que quand Beaubourg a ouvert, donc c'était quoi, en 75, 76, je ne sais pas si quelqu'un sait. 77, donc j'avais 6 ans. Et il existait à l'époque la bibliothèque des enfants. Et en fait, les parents laissaient les enfants à cette bibliothèque et allaient vaquer à leurs occupations. Et donc, j'ai grandi avec non seulement les livres présents dans cette bibliothèque, mais aussi avec mes parents qui m'ont amené voir toutes les expositions très jeunes. Et je me souviens très bien être fascinée par les couleurs, par les textures, avoir besoin de m'approcher très près des tableaux pour comprendre comment le peintre avait réussi à faire les ombres, etc. Donc très vite, je me suis intéressée aux Nabis, par exemple, qui ont travaillé la couleur, c'est-à-dire qu'ils travaillent la profondeur, les ombres, mais par la couleur. Donc tout ça, je me nourris effectivement de que ce soit Bonnard, que ce soit Vuillard. Je me nourris de David Hockney, je me nourris de Peter Doigt. Je me nourris effectivement plus récemment avec René. J'ai effectivement été voir du côté des peintres canadiens, donc du groupe des 7, je crois qu'ils s'appelaient, je ne sais plus exactement, mais qui sont des peintres naturalistes qui ont beaucoup peint les grands espaces canadiens. Qui s'attache à la lumière, en fait, qui s'attache au coucher de soleil, à la montagne, aux réflexions de l'eau, donc aux impressionnistes. Effectivement, je suis allée voir l'expo à la Fondation Vuitton de Tony Mitchell et de Monet, et c'est toujours un pur bonheur. En fait, je pense que j'ai vraiment une appétence énorme pour les peintres qui travaillent la couleur. Qui d'autre encore je pourrais dire? Ouais, je pense que j'ai à peu près dit mes Vallotton, je l'ai dit aussi ou pas? Non, je sais pas plus. encore. Ouais, Vallotton pour moi aussi, c'est fou comment il travaille ses ombres et ses formes aussi. Après, j'ai beaucoup regardé à nouveau aussi les illustrateurs, que ce soit Matoti, dont j'adore le travail, Brecht-Even, dont j'adore le travail, qui sont des peintres pour moi en fait, qui vont travailler les formes presque de façon naïve ou enfantine, c'est-à-dire que ils vont s'éloigner de ce qu'est réellement la réalité pour aplatir, chez Brecht-Even, pour aplatir les perspectives, et chez Matoti pour transformer les formes. Les formes vont devenir fluides, et il ne va plus y avoir de normes et de choses strictes. Voilà. Je me disais, vous évoquiez ces pigments. On voit les très belles couleurs de cette bande dessinée. Il y a un gros enjeu à ce qu'elle soit bien imprimée, ce qui est le cas. Elle est très bien imprimée, mais est-ce que ça a été justement à l'origine de discussions? Est-ce que ça a été à l'origine d'un certain stress aussi, peut-être, avant de voir les planches définitives imprimées? Voilà, j'imagine qu'il y a eu tout un travail avec l'éditeur pour faire en sorte que ce soit le plus fidèle possible aux planches originales, mais on sait qu'on ne peut jamais être à l'exact, à la reproduction exacte. Voilà, comment est-ce que vous avez appréhendé tout ce passage finalement de la planche au livre imprimé? Ça a été effectivement un gros enjeu, et dès le début, dès les premières planches que j'ai envoyées à l'éditeur. Donc du coup, j'habitais à Bruxelles quand j'ai réalisé les planches définitives. Donc quand je venais à Paris, j'amenais les planches par petits paquets. Et donc très vite s'est posé la question de comment on va faire pour imprimer ces planches avec des couleurs très proches les unes des autres, entre les orangés, fuchsia, rose fluo, qui sont du coup super compliqués à imprimer parce que en résonance très proche. Et en fait, donc Xavier, qui travaille chez Sarbacane, qui est le graphiste attitré, a fait un travail de fou, quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment zoné chaque page avec des retours, plusieurs retours avec le photograveur pour être au mieux. Donc j'ai eu mon droit de regard en fait sur toutes les planches pour décider si ça allait ou pas. On a dû effectivement faire des concessions sur beaucoup de choses, mais très vite en fait j'ai accepté que de toute façon on n'aurait jamais, ce serait autre chose, et que l'intérêt c'était juste de trouver quelque chose qui sorte bien. Et donc il y a des pages effectivement où on a
on est très loin des planches originales, mais on a un résultat qui est, pour moi, magnifique. En fait, ils ont vraiment fait un travail de fou, quoi. Et puis c'était pendant l'épidémie, j'ai un peu procrastiné au début, donc j'ai vraiment rendu mes planches vraiment, mais à l'extrême limite. Ça a été vraiment, on a travaillé tous ensemble jusqu'au dernier moment. Et j'ai été au calage, du coup, pour l'impression. On a vraiment travaillé en amont la couverture. On a rajouté un pantone vert sur la couverture pour essayer d'avoir plus d'éclat, en fait. Donc, il y a eu encore un autre travail au moment de l'impression avec Xavier qui était là, qui voit des trucs où tu es là, genre, ah ouais, c'est assez bluffant. Bon, voilà. Donc j'attendais le livre. Le livre est arrivé le 17 août, c'est le jour de l'anniversaire de mon fils. Donc c'était mon deuxième bébé. J'étais hyper heureuse. Les étoiles sont alignées. Ouais, c'est ça. On parlait de l'impression du livre. J'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps. Comment est-ce que très concrètement vous avez travaillé votre récit, puisque vous nous l'avez expliqué, il y avait ces histoires, ces rêves qui ont donné lieu à des histoires de personnages, à des personnages qui ont leurs propres histoires. Il y a la découverte donc de l'histoire de ces enfants des premiers peuples au Canada. Comment est-ce que vous avez très concrètement travaillé? Est-ce que vous avez écrit justement toutes ces parties qui sont le ciment? Comment est-ce que, et à partir de quel moment est-ce que vous avez présenté des choses à un éditeur, et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble justement peut-être pour vous aider à construire ce fil? Comment est-ce que très concrètement de ces éléments épars vous avez vraiment posé une histoire, celle de René au Bois dormant? Alors, donc après les années 2000 où j'avais donc ces personnages quand même déjà, il y avait déjà Isba, il y avait les Aorans, il y avait enfin ils étaient tous là en fait. Donc je suis partie avec ça au Canada en 2017, septembre 2017. Je comprends que je veux qu'il y ait ce ciment qui est ce drame de la rafle des années 60, ce drame des adoptions, que ce petit garçon, c'est ça qu'il a vécu et qu'on ne lui en a pas parlé. Et que c'est pour ça que finalement, il décide de mettre fin à ses jours, qui au début était la fin du livre. Donc voilà. Et là, je pars dans le storyboard directement. J'arrive pas à écrire, en fait. Là, je suis en train de me confronter au prochain album. Je réfléchis en images, en fait. Donc j'ai vraiment besoin de me lancer dans l'image avant d'écrire le texte. Donc je pars, j'ai quand même, je sais le début, je sais la fin, je sais à peu près le cheminement de l'histoire, et je pars dans le storyboard qui est un premier storyboard où je me soucie pas des cases, je me soucie pas des doubles pages, je me soucie juste de faire avancer comme un train, quoi, de toutes les séquences mises les unes à la suite des autres avec ce début, ce milieu et cette fin. Une fois que j'ai ça, je mets les textes de dessus, qui sont les dialogues, que j'ai déjà en tête en fait quand je fais mes dessins, sauf que je les écris pas, je les ai dans ma tête, je sais ce qu'ils se disent, je sais ce qui se passe. Et puis, donc tout ça, ça prend un storyboard en couleur, quand même déjà assez abouti, il y a déjà plus de 200 pages. Et donc, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça encore. Je sais pas si j'ai la légitimité de l'envoyer en me disant... Et puis je me dis quand même, je le montre à un ami, Rodolphe Lachatte, qui est éditeur aux États-Unis. Il me dit, mais si, vas-y, il faut que tu l'envoies. Donc, il me prend mon storyboard, qui est quand même encore assez brouillon, mais quand même, on voit quand même tout le déroulé, l'histoire est là. Il le présente à son ami à Air Libre, à Dupuis, qui tergiverse pendant 6 mois, me bloque le truc pendant 6 mois. Donc jusqu'au 31 décembre 2019. Et le 31 décembre 2019, il me dit oui, c'est super, mais il faut vraiment épouser, porter le projet, je ne pourrais pas le faire. Donc voilà. Donc je me mets en quête à nouveau en janvier 2020. Je l'envoie pas tant d'éditeurs que ça parce que comme je n'ai jamais fait de bande dessinée, et puis j'ai pas envie de me prendre plein de... voilà. Donc je demande plutôt à des amis qui sont déjà dans la bande dessinée de me donner des contacts très précis. Et puis quand je l'envoie chez Sarbacane, il me répond le lendemain en disant faut absolument qu'on se voit, faut absolument qu'on... Voilà. Donc je ne cherche plus et je me dis c'est génial. Donc on se voit.
Donc j'ai ce storyboard qui est un premier storyboard quand même assez abouti, mais pas construit en fait. Juste un cheminement. Voilà. Et donc je lui dis ok, on signe, mais par contre vous me laissez complètement faire exactement ce que je veux. Et il me dit ok. Et du coup là commence vraiment le travail de construction, d'édition, de montage, comme à montrer un film. J'imprime tout, je mets tout à plat et je réorganise ce qui donne l'impression d'un livre au début, un peu genre... Mais c'est sciemment, en fait, que je... Pour ça, essayer de rester sur le fil et de perdre un peu les lecteurs et les lectrices, parce que c'est tout le propos. C'est du rêve, c'est de l'imaginaire. Exactement, il faut... Et justement, quand je dis être sur le fil, c'est avoir en point de mire, j'imagine, sa fin et de se dire, voilà, faut pas que les lectrices et lecteurs se disent qu'il ne peut pas y en avoir, ou en tout cas, voilà. Et c'est ça qui est très réussi aussi et qui est très juste. J'allais dire casse-gueule, c'est pas très beau de dire casse-gueule, mais c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux et c'est aussi ce qu'on s'est dit avec mon éditeur. Il m'a dit, tu sais, c'est super, mais... ça va peut-être être qu'une niche, une petite niche. Peut-être que voilà, les gens vont pas. Et en fait, non, ouais, c'est assez génial en fait que les gens aient accroché parce qu'effectivement, sciemment, j'ai perdu les lecteurs. Mais c'était effectivement ça. Voilà, c'était aussi l'idée de que le lecteur accepte de se laisser aller. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Est-ce que c'était justement ça? Enfin, si tant est que quelque chose a été compliqué, hein, est-ce que ça a été justement ça? Est-ce que ça a été aussi peut-être justement parce que les planches sont très belles, qu'on a beaucoup... Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu à propos de votre livre, on dirait des tableaux, chaque case est un tableau. Certes, mais c'est une bande dessinée, ça raconte une histoire, donc il ne faut pas non plus... être dans justement le fait de faire un joli tableau, c'est évidemment important, mais c'est le récit aussi malgré tout qui prime. Voilà, qu'est-ce qui a été peut-être compliqué pour vous, ou en tout cas quelles ont été vos interrogations au fil de la réalisation de l'album? Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est aussi pour ça que je voulais pas passer trop de temps sur la phase définitive des planches définitives, parce que justement je voulais pas aller vers un truc trop... Mon propos, c'était pas de faire du beau ou de faire du joli. Bon, les gens trouvent ça beau. Moi, je trouve que c'est bâclé, mais j'ai en même temps, c'est ce que je voulais. Je voulais pas aller. Je voulais que ça reste une gestuelle, que ça reste brut, que les formes soient floues. Il faut qu'on soit dans un récit, qu'on s'arrête pas. Si on s'arrête sur chaque case pour l'admirer, on est bloqué aussi. Non, mais c'est très bien parce qu'on admire, mais il y a aussi... Donc c'est pour ça que finalement les planches définitives, c'est ce qui m'a pris le moins de temps. Sur à peine 10 mois, j'ai réalisé toutes les planches. Le plus gros, ça a été effectivement la construction de la narration. Je me suis pris la tête sur comment écrire une histoire, comment la raconter, comment mettre en suspense, comment donner envie à chaque fois de faire tourner la page. Donc tout ça, ça a été un vrai enjeu aussi au moment où j'ai signé avec Sarbacane et où j'ai fait vraiment la construction de l'histoire, de construire les doubles pages ensemble, sur la construction des cases déjà entre elles et sur la construction des doubles, comme si c'était en soi une histoire chaque double et qu'on tournait la page. Donc ça a été un vrai enjeu, mais ce qui a été un vrai enjeu et le plus difficile, mais finalement aussi le plus exaltant et le plus intéressant, ça a été toute cette partie où j'en rêvais la nuit, je me réveille le matin et je me disais mais évidemment, mais bien sûr cette putain de scène, il faut qu'elle soit là. Et ça a été c'est exaltant en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, mais qui a été le plus difficile parce que déjà c'était la première fois que je me confrontais à un récit, à une narration. Et qui a été la phase la plus intense en fait, et qui correspondait au confinement. Donc en fait, ça a été ça tombait assez bien finalement. Vous parliez tout à l'heure des dialogues que vous écriviez. Tout est important dans une bande dessinée, et également la façon dont on écrit les textes. Je sais que moi, à titre personnel, c'est quelque chose, dès que c'est une écriture justement numérique, il y a quelque chose, je trouve, qui sort du récit parce qu'on perd le geste du dessinateur ou de la dessinatrice. Vous avez pris le parti d'écrire à la main tous les dialogues, mais aussi de volontairement prendre une écriture un peu plus enfantine que votre écriture.
Elle n'est pas très loin de mon écriture, mais effectivement, je l'ai exagérément calligraphiée de façon enfantine. Et comme vous le dites, c'était très important pour moi d'avoir une écriture à la main. On s'est posé la question parce qu'en fait, le temps était tellement court. Et du coup, j'ai écrit les textes, enfin, écrit au sens littéral, écrit, en une semaine. J'ai fait les 270 pages en une semaine. C'était à la synthique, du coup, pas sur papier. Et finalement, à la synthique, ça allait. Ça a été assez vite après. Sur les scans des planches, etc. Mais c'était très important pour moi qu'on ait l'impression que ce soit le petit garçon René qui parle, en fait, et que même si on passe de registres littéraires assez divers, entre des genres un peu poétiques, quand c'est les fleurs qui parlent, avec un genre de prose, quand c'est lui qui parle au début, et pourtant il a un langage qu'on pourrait croire un peu trop littéraire pour son âge, tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai sciemment réfléchi et qui étaient importants, parce qu'effectivement, la bande dessinée, c'est du dessin, c'est une narration, mais c'est aussi du texte. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce texte? C'est un vrai questionnement. Et du coup, là, maintenant, me disant que peut-être je suis quand même un peu légitime maintenant pour continuer un peu en bande dessinée, c'est vraiment des questions que je me pose. Comment faire rentrer le texte, mais aussi comment le faire rentrer le texte de la façon qu'on peut le voir dans les mangas ou dans les onomatopées, en fait. Le texte peut être un cri, le texte peut être une lecture supplémentaire dans la page, en fait. Ce personnage, René, se transforme beaucoup au fil du récit, et on voit sur la couverture que René écrit René.e.e. À un moment, effectivement, il change de genre pour devenir René E. Ce n'est pas le sujet du livre, mais c'est un élément du livre. Et là, on revient aussi sur la culture des peuples premiers. Là aussi, ça rejoint différents éléments. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait qu'il arrive ceci à ce personnage ? Eh ben, c'est encore très organique tout ça. Parce qu'en fait, donc, j'ai écrit l'histoire entre 2017 et 2019. Je l'écrivais par bribes, donc d'abord au Canada, puis en fait, ensuite, j'ai été en résidence au Mexique avec d'autres artistes. Et il s'est trouvé que parmi ces artistes, il y avait une jeune musicienne, artiste queer. On a passé, du coup, la résidence durait 2 mois, en fait. Donc, on a été quand même tous, on était une dizaine d'artistes tous ensemble. Et que j'ai été assez fascinée par cette femme, de par sa créativité, mais de par aussi sa façon d'être que j'ai trouvée très créative. Et aussi, ça m'a offert tout un pan que je connaissais pas forcément encore sur la communauté queer aux États-Unis, parce qu'elle vit à New York, qui est vraiment très importante, très marquée. Et là encore, j'ai trouvé un écho avec l'histoire que je racontais, avec ces tribus des Premières Nations qui ont, dans leur histoire, cette capacité à imaginer le genre au-delà des 2 genres homme-femme, puisqu'ils reconnaissent 5 genres qui sont homme-femme, femme-homme, homme-femme, et encore un autre. Enfin, c'est très ouvert. On laisse les enfants vivre sans être genrés, et c'est eux qui vont décider, au moment du passage à l'âge adulte, le genre qu'ils décident et qui va décider de leur place dans la société. Tout ça, en fait, étaient des choses qui, pour moi, faisaient écho justement à cette question du queer et de la crispation qu'il peut y avoir aussi parfois autour des communautés aujourd'hui, de ce qu'on peut dire, pas dire, de l'appropriation ou non. Donc, comme vous le dites très justement, c'était pas le sujet de mon livre, mais c'était aussi parler de la possibilité d'ouvrir, de fluidifier, de la porosité, d'où aussi toutes ces métamorphoses qui sont universelles et qui sont surtout depuis le début de l'humanité et de notre inconscient, de notre imaginaire collectif, en fait. C'est aussi la question de la quête d'identité, et c'est quelque chose qui, je crois, vous occupe beaucoup, puisque le livre sur lequel vous travaillez actuellement avec votre fils, si je ne me trompe pas, il est aussi question de manière différente, mais de quête d'identité. Oui, c'est vrai. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je pense que c'est parce que c'est des questions actuelles, des questions qui parlent de notre société aussi aujourd'hui.
effectivement, la quête d'identité, donc dans René, elle prend cette place aussi dans la quête d'identité genrée, à propos du genre, mais elle prend effectivement toute sa place et toute son ampleur avec ce petit garçon qui part à la quête de qui il est, donc quelles sont ses racines, et puis ensuite, par l'intermédiaire de sa fille, qui est un fils dans le rêve, en fait. Donc il y a toute cette chose, mais si on se rappelle un peu de ses rêves, il y a toujours cette chose qui est toujours très fluide, en fait, où le genre est... voilà, on rêve d'une fille, mais c'est un homme, inversement, on rêve de son fils, mais ça va être... Enfin, voilà, tout est mélangé. La bande dessinée qu'on est en train d'écrire avec mon fils, il y a effectivement beaucoup de questions de quête d'identité. On suit 2 jeunes filles qui ont chacune un rattachement à leur famille très particulier et qui les ramènent chacune dans ce qu'elles sont, effectivement, dans qu'est-ce que ça veut dire d'être une américaine, une jeune fille américaine dans un déclin américain. C'est pour ça que l'histoire se passe à Détroit. C'est un peu le parangon du déclin américain. Et leurs racines sont attachées pour l'une à l'esclavagisme et à la culture afro-américaine, et pour l'autre à la culture plus italienne, puisque sa mère est immigrante italienne, arrive à Détroit. Tout ça, c'est aussi pour parler finalement de l'attachement à nos racines, de l'importance de l'identité, et qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait de nos parents aussi, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait quand on passe à l'âge adulte et qu'on doit avancer. Vous le disiez, cette histoire se déroule à Détroit, où vous avez réalisé une série de photos. Je le disais, vous êtes photographe. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'être également photographe a une influence sur votre façon d'imaginer la composition de votre bande dessinée? Est-ce que vous avez le sentiment que la façon de cadrer, quand vous avez un appareil photo, quelque part, influe dans votre façon de dessiner? Oui, mais je crois que ça influe dans les 2 sens. C'est-à-dire que je fais mes photographies souvent en dessinant un peu en amont ce que je voudrais faire en photographie. En tout cas, quand c'est plus de la photographie plasticienne. Quand c'est du reportage comme à Détroit, non, c'est... voilà. Et inversement, je pense que le cadrage photographique, m'aide beaucoup dans les compositions des cases. Mais je pense aussi, ce qui me marque beaucoup, c'est surtout le cinéma, en fait. Je suis assez passionnée de cinéma. Mon fils aussi. On s'est rejoints là-dessus pour raconter ses histoires. Et c'est autant dans le déroulement, dans la façon de raconter une narration, que dans le cadrage. Qu'est-ce qu'on met dans un cadre? Au cinéma, ce qui est génial, c'est qu'il y a le son, quoi. Mais en bande dessinée, on l'a pas. Mais on a cette possibilité d'onomatopée, de texte, de visages qui regardent hors cadre, etc. Donc tout ça, c'est des potentialités en bande dessinée qu'on peut exploiter, en fait. Le cadre, leur cadre, ouais. Vous disiez au début de cette rencontre que au tout début, vous n'osiez pas vous lancer dans l'écriture dans la réalisation d'une bande dessinée. Ça y est, maintenant, c'est parti. Et vous n'avez plus peur de vous lancer pour 2-3 ans dans un projet de bande dessinée? En tout cas, j'ai plus peur de passer autant de temps sur un projet, ça c'est vrai. Mais je pense que c'est l'âge faisant... le temps file plus vite et du coup, les années semblent plus rapides. Mais par contre, j'ai toujours autant la trouille de ce que ça va être. J'ai envie de mettre tout ce que j'ai. Mon fils Joseph, il est hyper sensible et on arrive, quand on se voit, c'est quand même plus facile quand je suis à Montréal pour qu'on travaille ensemble, à intuitivement avancer. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas encore. Là, je suis sur la phase storyboard. Parce que j'imagine que, comme vous disiez, que c'est très imbriqué et que finalement le dessin arrive en même temps que le texte, qu'il n'y a pas l'écriture d'un scénario à proprement parler et ensuite une phase de découpage. J'imagine que de travailler à distance, même si... Bien sûr qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on connaît, on peut complètement travailler à distance, mais j'imagine que ça implique de mettre en place un fonctionnement particulier, de trouver le temps de s'accorder sur une bonne façon de travailler ensemble. Oui, tout à fait. Et puis en plus, ça vient de façon complètement
nouvelle, parce qu'on n'a jamais fait ça. Et puis, c'est ça qui est génial. C'est encore une première fois. Je parlais tout à l'heure des premières fois. C'est là où en fait l'excitation est là, en fait, quand c'est nouveau. Et en fait, avec Joseph, on a mis en place un fonctionnement où on est venu chacun. Moi, je voulais que ça se passe à Détroit. Je voulais qu'on parle de ce déclin américain et qu'est-ce que deviennent les générations nouvelles avec l'histoire de leurs parents, les boomers en fait, et voilà ces gamins qui sont là. Et donc Joseph qui a vécu à Los Angeles un temps et moi qui ai plus vécu à Détroit de l'autre côté des États-Unis, on est venus chacun avec des personnages dont on avait envie de raconter une histoire. Et puis finalement, le démarrage de notre collaboration, ça a été de trouver un ciment entre tous ces personnages. Donc ça met en place une histoire assez bizarre, on va dire, parce que comment elle est construite, comment elle est venue, elle est juste venue que c'est une rencontre, un fracas entre des personnages, donc Joseph avec ses 24 ans et moi avec mes 51 ans. On est focus sur quoi chacun, et puis avec ça, tout l'été dernier, on a avancé l'histoire à proprement parler. Donc c'est très informel, on parle, ça va très vite quand on se voit parce que du coup, voilà. Moi, avec tout ça, tout ce qu'on a mis ensemble en place, je suis en train d'écrire le storyboard. Donc là, c'est le storyboard, c'est comme dans René, c'est un avancement. Toutes les séquences, on sait les séquences, les scènes, il n'y a pas de texte encore, donc ça avance comme ça. Et là, une fois que tout ça sera mis en place, on a le début, on a le milieu, on a la fin. Il faut qu'on se revoie et il faut qu'on réédite tout dans le sens qu'il faudra. Et ensuite, on écrira les dialogues ensemble, en fait. Donc, c'est encore un gros travail. Et la phase définitive, des planches définitives, je voudrais, pareil, que ça prenne un temps très court, d'autant plus que une grande partie de l'histoire est racontée dans les carnets d'une des deux jeunes filles. Et donc, je veux pas que ce soit trop léché ou trop niais. Enfin, voilà, il faut que ça reste très brut, quoi, en fait. Vous disiez que quand vous avez échangé avec votre éditeur, vous avez dit « moi, je sais ce que je veux faire et je ne veux pas qu'on y touche ». À quel moment est-ce que vous envisagez, ou peut-être pas, de montrer des choses, je ne parle pas forcément à un éditeur, mais à quelqu'un d'autre, parce que j'imagine que le premier, il y avait une dimension très particulière qui était liée au fait déjà que c'était des rêves très personnels, que c'était une histoire, une envie qui remontait à loin, et que j'imagine qu'il y a quelque chose de l'ordre de... c'est tellement en moi que j'ai envie de raconter mon histoire. Là, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Vous êtes certes deux, donc il y a un retour aussi sur ce que l'un et l'autre racontent. Mais est-ce que vous vous dites qu'à un moment, vous aurez envie de le montrer, encore une fois, pas forcément à votre éditeur, mais à des proches, Est-ce que vous pensez que ça va être aussi une étape importante, ou en tout cas qui pourrait être intéressante dans la réalisation de ce livre ? Déjà, mon éditeur, je lui montre quand même l'avancement, en lui expliquant qu'effectivement, c'est un peu dur de se projeter puisqu'il n'y a pas de texte. Mais c'est quand même... j'en ai pris un, je le montrerai après pour vous montrer. C'est quand même assez poussé parce qu'en fait, je pousse assez le story parce que ça m'aide aussi à réfléchir à la forme graphique que je vais lui donner plus tard. Donc, j'avance aussi là-dessus. Donc, Fred, il est un peu obligé de se projeter... Frédéric Lafave, il est un peu obligé de se projeter sur ce que ça va être, mais il est assez confiant, il me laisse assez faire. Pour René, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il me laissait tellement, il disait tellement jamais rien, parce que je lui montrais quand même que j'étais même un peu genre... c'est ça, en fait. Donc du coup, mais je l'ai beaucoup montré à mon fils, René, donc il me donnait quand même des retours. Donc c'est aussi pour ça que là, j'avais envie de travailler avec lui. Ma sœur aussi, ma grande sœur, c'est une personne à qui je montre beaucoup l'avancement et qui souvent elle me dit pas autre chose que c'est super, vas-y. Donc c'est pas super constructif. Mais c'est non important plus. quand même. Mais c'est important quand même. Parce que c'est long de faire une bande dessinée, donc c'est super, vas-y. Voilà. Et là, je pense que ça va être. Non, je montre quand même l'avancement. Je pense que je vais avoir besoin effectivement de partager. René, avant de l'envoyer à Sarbacane et compagnie, je l'ai montré aussi à Thomas Gabizon, donc qui est à Actes Sud, qui est un ami du temps d'il y a longtemps, pour avoir son avis. Donc lui m'a conseillé des bonnes lectures autour du scénario, c'était super, qui m'ont beaucoup aidé. Donc quand même, je partage un peu quand même avec mes amis, même si en fait,
je me suis un peu protégée avec mon éditeur parce que j'avais quand même de réticence par rapport à tous mes projets au moment où je faisais des albums jeunesse, où on m'a tellement cadré que ça n'avait pas été des bonnes expériences en fait. La bande dessinée, c'est le lieu de la liberté. Mais c'est ça, exactement. C'est un très beau, je veux dire presque mot de la fin, mais peut-être que que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous ont des questions pour Hélène, parce que je vois qu'il est déjà 8 heures. J'ai remercié tous les gens qui m'ont... Non, parce que c'est vraiment elle la créatrice, c'est-à-dire c'était juste des regards et des... En fait, les gens à qui j'ai fait lire, parfois, quand j'avais des doutes, donc ma sœur, ma mère, qui est... Mon fils, oui, en fait, j'ai dédié mon livre à mon fils. Toutes les personnes à qui j'ai fait lire ou qui ont pu m'aider, je les ai remerciées, que ce soit des amis, que ce soit juste des gens qui m'ont inspirée, comme c'est le cas de Richard Vagamesi, l'écrivain, de Jodorowsky. Enfin, ça prend un spectre assez large, mais en tout cas, j'ai essayé de remercier effectivement tous les gens qui ont eu à un moment ou à un autre un impact. Ah oui, non, oui, oui, non, j'ai écrit cette histoire seule, mais ponctuellement, parfois, j'ai eu besoin d'avoir un retour amical. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah. Oui. Bah, clairement, là, pour René au bois dormant, que ce soit le Casanova ou 8,5 de Fellini, que ce soit tous les films de David Lynch, en fait, où on perd pied, où on ne sait plus à quel moment on est dans la réalité ou dans la folie de quelqu'un. Mais je vais dire, c'est à peu près les mêmes films pour le prochain épisode, enfin pour le prochain livre, puisqu'on va aussi avoir un personnage paranoïaque dont on va suivre les méandres dans sa tête. On s'inspire beaucoup avec mon fils, donc qui est aussi très cinématographe, enfin qui adore le cinéma, de tout le film hollywoodien. En fait, le livre va s'appeler Détroit Roma, enfin pour l'instant c'est son titre, et on voudrait faire vraiment un parallèle entre le cinéma de la Cinecittà, du cinéma hollywoodien, et qui pratiquement pourrait se superposer. Il y a eu des va-et-vient en fait entre les deux genres, et c'est aussi un moyen de parler de la grande époque de ces deux pays. Ensuite, j'adore le cinéma de Martin Scorsese. Vraiment, pour moi, c'est un grand cinéaste. Je sais pas, j'aime tellement de films. Qu'est-ce que j'ai vu récemment qui m'a beaucoup marqué je saurais plus dire comme ça, mince, je suis désolée, j'en vois tellement, mais... non, mais c'est déjà le dernier film que j'ai vu, peut-être, c'est Everything Everywhere All at Once, qui m'a bien inspirée, que j'ai trouvé assez fou. Voilà, sinon, non. Comment il s'appelle ce film que j'ai trouvé assez dingue aussi? Bon, j'ai oublié, je suis désolée. Non, mais ça fait déjà, en tout cas, oui, je pourrais dire que Fellini, Buñuel, Lynch sont quand même des cinéastes dans lesquels je vais régulièrement piocher des idées. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va sortir les tables.